Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le nombre de voix dont vous disposez vous a permis de devenir directement l'élu du public. Des dizaines de voix, mais un seul chemin, celui qui vous a conduit vers le succès. Bonjour Sandrine Alexis. Bonjour Jacques. Alors votre voix, on la connaît parce que 28 ans de Guignol, ça ne s'oublie pas. Mais Oui. mais il y a aussi Sandrine Alexis sur scène, et vous revenez sur scène, on va en parler tout à l'heure. Et le principe de l'émission, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Donc la première ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. C'est le 13 février 1988, le jour de la première de cette émission. Sébastien, c'est fou. Oui. À qui vous devez votre première télé. À qui et encore là, il y en a une juste avant, quelques peu d'années avant, il y avait une émission qui s'appelait présentée par Caroline Tresca sur France 3. Oui, Il y absolument. avait la Miss 3 régionale. Et j'avais participé à cette émission et je devais séduire Michel Creton, qui était l'invité de l'émission. Donc chaque jour, il y avait une nouvelle jeune fille du coin qui... Et puis, c'est pas moi qui gagnais, parce que je suis nulle en séduction. Voilà, donc je me suis lancée dans l'imitation. Effectivement, c'est sur Sébastien C'est Fou, ma première émission, puisqu'il m'a vu en dîner-spectacle sur Nice. Et voilà, il m'a invité sur Sébastien C'est Fou, Fais-moi Vanessa Paradis. Bon, d'accord, je vais te faire Vanessa Paradis. Fais-moi Véronique Sanson, vas-y, fais-moi Dorothée à l'époque. C'était une voix qui avait jamais été faite. Et c'est grâce à cette voix que je suis après arrivée au Guignol. Alors, la Madonnette, justement, c'est le cabaret de Nice où vous avez débuté. C'est à Antibes, d'ailleurs, exactement. Non, c'est à Nice. Parce que j'ai toujours cru que c'était à Antibes, parce qu'en fait, c'est un cabaret où, je crois, on servait sur des patins à roulettes. Oui, c'était à Nice, dans les hauteurs de Nice. Effectivement, les serveurs étaient sur patins à roulettes et à une heure bien précise, ils devaient se percuter, donc c'était prévu, hein, semer une sorte de zizanie faussement orchestrée, mais les gens y croyaient et à partir de là, le spectacle démarrait et c'était le seul dîner-spectacle où les serveurs étaient sur patins à roulettes. Ça m'a quelque chose d'un peu atypique, assez moderne, assez fun. Et c'est un dîner-spectacle réputé parce moi j'y suis allée, on était en 1990, mais c'est un lieu qui existait depuis les fin 60, début 70. Mais oui, c'est Dick Rivers qui avait ouvert la voie, qui avait montré le lieu à des jeunes qui partaient en tournée. Dans le groupe Il était une fois, qui venaient régulièrement. Et on faisait des bœufs sur scène le soir. Et il y avait l'animateur du lieu, pendant des années, qui s'appelait René Tramoni. Oui, René Tramoni, absolument, qui est la figure mythique de la Madonnette. Et c'était le personnel de cuisine et de salle qui montait sur scène. Parce qu'au départ, la Madonnette, c'était pour les ouvriers du coin. Et ils venaient déjeuner et c'était les gars des cuisines qui montaient sur scène pour... Et ça s'est perpétué. Ils ont continué à monter sur scène, ce qui donnait à la fois un côté pro avec des danseuses, des humoristes et un côté décalé avec les gens le personnel de ce restaurant. Et c'est ce que faisait aussi Jean-Marie Rivière à l'Alcazar, où une partie du personnel montait sur scène pour le spectacle. Ouais. Alors, j'en reviens à René Tramoni parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a 2 records du monde qui sont dans le Guinness. Celui de la vitesse d'élocution, 668 mots en 1 minute, en alexandrin, Les Fâcheux de Molière, et la vitesse de lecture avec 401 mots en 1 minute. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, je ne savais pas, vous voyez, mais comme quoi on dit que les hommes ne savent pas communiquer parfois. Celui-là, en tout cas, j'imagine qu'il a pu avoir de vraies discussions au sein de son couple, parce que c'est pas forcément évident d'en avoir. Donc, à l'époque, dans ce spectacle, vous faites 2 minutes de... C'est tout, hein? Oui, ça va très vite. Il y a des danseuses, c'est des tableaux qui passent à toute vitesse, hein. C'est une revue d'1 heure et demie. Et moi, j'arrive sur scène. C'était à l'époque où Vanessa Paradis, d'ailleurs, venait d'être récompensée avec un César et où elle disait « Oh là là, je suis bouleversée, je suis vraiment bouleversée ». Elle pleurait et j'étais en larmes. Et donc, voilà, je commençais un sketch avec Vanessa Paradis et puis je mélangeais des chanteuses. Et oui, ça durait 3 minutes, tous les soirs. Et d'ailleurs, je crois que la première imitation de Vanessa Paradis, vous ne l'aviez jamais entendu parler, vous l'aviez entendu chanter justement, Sandrine Alexis.
Oui, alors comme elle avait jamais été, imitée, à ce moment-là, on la connaissait essentiellement comme chanteuse et c'est vrai, je suis partie, de la voix chantée pour, retrouver sa voix parlée parce qu'on n'avait pas YouTube, on n'avait pas forcément de références, d'interviews à portée de main comme ça, donc j'ai fonctionné à l'envers et puis finalement, oui, ça correspondait, ouais. Oui, en fait, elle était très timide. Moi, je me souviens de la première interview, elle avait 15 ans, dans les coulisses de Sacrée Soirée. Elle était charmante, mais on avait du mal à lui faire aligner plus de 2 mots. Ça doit être une grosse pression quand même, si jeune, d'être, Exactement. au devant de la scène, et avec de l'émotion, oui, ça doit pas être c'est jamais très simple même pour les plus grands, hein, mais je veux dire les gens plus âgés, mais en tout cas à cet âge-là, ouais, c'est normal. Alors, vous êtes né pas loin de Nice, vous êtes né à Antibes, je crois. Oui. Antibes qui est célèbre aussi, Sandrine Alexis, par ce musicien. Dans les rues d'Antibes, Sidney Bechet, qui est arrivé en France d'ailleurs en 1925 pour la revue Nègre. Il faisait la première partie de la revue qui a rendu Joséphine Pecquer célèbre. Ah! Et, et, Incroyable. et Antibes, pour vous, bah, je pense que le jazz a compté aussi, puisqu'il y avait des festivals chaque été. Oui, alors, il y avait le festival du jazz, ouais, à la Pinède, mais après ça s'est un petit peu, plus diversifié, hein, au fur et à mesure des années avec, des chanteurs et des groupes, de tout style. Mais c'est vrai que c'était Juan-les-Pins, Oui. le festival du jazz, il était à Juan-les-Pins, donc Antibes-Juan-les-Pins, c'est un peu la même chose, c'est vrai. Et moi, j'étais bercée de toute façon par la musique à Juan-les-Pins puisque mon père était DJ à Juan-les-Pins dans les années, 60-70. Il a fait toutes les plus grandes discothèques du coin et l'hiver, il allait faire ça, dans les stations de ski et en même temps, il faisait un peu de comique. Donc j'ai hérité de tous ces vinyles, cultes, de toute cette période, festive. Juan-les-Pins, Antibes-Juan-les-Pins, c'était un peu comme Saint-Tropez, en fait, hein. C'est très, très vivant et ça l'est toujours d'ailleurs. Musicalement, principalement, oui. Et puis, bah, votre père comme votre mère, votre première imitation, c'était eux, leur accent du midi, Sandrine Alexis. Oui, mais ça, c'est un accent que j'aime faire, hein. Bon, mais ça fait un peu Noël Bernard, mais c'est un accent qui me plaît. Mais mon père était, niçois, donc il parlait avec l'accent, bien sûr, et ma mère canoise. Et puis du coup, moi, je devais l'avoir un petit peu aussi, cet accent, mais j'ai dû le perdre pour mon travail. Parce que quand j'étais au Guignol et qu'il fallait qu'on lisait des textes, je pouvais pas dire rose, jaune, la côte. J'ai pas le droit. Il fallait dire jaune, rose, la côte. Et Donc puis en fait, j'ai les deux. En fait, c'est comme ça m'arrange. oui, et puis vous preniez aussi, je crois, Sandrine Alexis, l'accent des professeurs et un jour, un élève a vraiment cru que c'était un professeur qui le grondait, qui lui tirait l'oreille. Oui, ça c'est un petit peu le jeu de chaque imitateur quand on est jeune et qu'on fait nos armes. Oui, oui, je passais par un autre chemin dans l'établissement scolaire. Donc je suivais pas le rang des autres élèves et j'arrivais par derrière. Ils étaient toujours en train un peu de chahuter avant de me rentrer en classe et je prenais l'oreille d'un jeune qui était toujours un peu perturbateur en faisant la voix du professeur et en lui disant, je crois qu'il s'appelait Bertolotti d'ailleurs: «Bertolotti, qu'est-ce que vous faites?» Et il y avait ces quelques secondes de stupéfaction que je voyais dans son visage, enfin voilà, l'expression de son visage. Et dès qu'il se retournait, qu'il voyait que c'était moi, il soufflait. Et je me suis dit: ah, c'est marrant, ça marche quand même. Parce qu'au départ, on s'imagine qu'on est seul à être spectateur de soi-même en se disant: est-ce que vraiment j'imite? On n'a pas le recul des autres. Et le retour des autres. Et c'est vrai que c'est à l'école, en famille, et après qu'on commence à se dire: ah ouais, ça a un impact, c'est rigolo. Et voilà. Mais au départ, en plus, vous vouliez être chanteuse, pas du tout imitatrice, Sandrine Alexis. Ben, oui, je voulais être chanteuse, mais quand je chantais, j'imitais en fait. Je pouvais pas m'empêcher de prendre du plaisir à calquer la mimique de Sylvie Vartan ou voilà, la voix de France Gall. Et en fait, tout ça se mélangeait. En fait, je cherchais plus à les imiter qu'à chanter avec ma propre voix. Et votre première imitation aussi, je crois, c'était la signature de vos parents sur les bulletins scolaires. Ouais, j'ai fait ça, ouais. J'ai fait ça pour que les copines n'aillent pas en gym. J'aimais bien aussi transformer mon écriture, donc je faisais des faux mots d'excuses avec une écriture d'adulte. Ouais. Je passais un quart d'heure, 20 minutes à regarder les signatures des parents
qu'on me montrait pour essayer de la copier. Moi, j'aurais pu mal tourner, hein. Ah oui. Ah ouais, ouais. Mais surtout, non, vous auriez pu mal tourner parce que vous avez failli devenir, et vous êtes devenu secrétaire municipal à Cagnes-sur-Mer. Vous avez fait des Oh, études de tourisme. Ouais, ben mes parents étaient hôteliers. Mes parents étaient hôteliers. Ils avaient un petit hôtel qui s'appelait l'Hôtel Chez Nous. Avant, maintenant, c'est le Bistrot de la Marine au Crot de Cagnes. Et c'est un établissement tenu par un grand chef. Et c'est apparemment délicieux. Mais moi, j'ai passé toutes mes années là-bas. Comme ma mère m'envoyait souvent en Allemagne pour apprendre l'allemand, parce qu'elle me disait c'est plus facile de commencer par l'allemand pour apprendre l'anglais après. Donc, du coup, j'étais pas mal. J'avais une bonne oreille, donc j'étais pas mal en Allemagne. J'apprenais vite et j'ai fini effectivement à la mairie de Cannes-sur-Mer où j'ai travaillé aussi la plupart du temps au syndicat d'initiative avec ma copine Christiane avec qui je suis toujours en lien et ça a été des années, ouais, ça a été sympa. Bon voilà, c'était tranquille et après la musique j'ai choisi de quitter, bien sûr, pour exercer mon métier artistique. Voilà, et on va en parler avec une autre date, le 29 août 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Sandrine Alexis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sandrine Alexis. Votre retour sur scène, on en parlera tout à l'heure. Mais on en revient à une date importante. Elle ne vous concerne pas non plus directement, mais l'essentiel. 29 août 1988, première de cette émission. Les arènes de l'info devenues les guignols de l'info, où vous êtes arrivé pas au début d'ailleurs. Non, moi je suis arrivée en 90. C'était les guignols de l'info ou c'était pas encore les guignols? Ouais, je crois que c'était encore les arènes. J'ai fait en fait Ouais. mon premier direct sur les arènes et très vite c'est devenu les guignols après. Voilà. Et ça, vous le devez aussi à Sébastien et à Yves Lecoq. Oui, simultanément, puisque c'est d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure dans l'émission de Patrick Sébastien, que je rencontre Yves Lecoq, qui lui-même est invité sur cette émission. On discute un peu. Et puis, moi, je retourne à Nice, hein, puisque j'avais juste fait l'aller-retour, et j'entends le patron, Gérard Cavalera, le patron de la Madonnette à l'époque, il me dit « J'ai été contacté par Canal+, les Guignols, ils veulent te caster ». Moi, j'avais jamais, j'avais pas Canal à Vous ne l'époque. connaissiez pas les guignols? Non, je connaissais pas les Guignols. Non, non, on n'était pas abonnés. Bon, voilà. Et donc, j'arrive à Paris et j'arrive en studio. Je vois Yves Lecoq, qui était déjà une grande vedette, donc je suis assez impressionnée quand même. Et donc, je fais plusieurs voix comme ça, dont la voix de « Bienvenue dans le club de Rote, nouvel après-midi de folie. Comment ça va les enfants? Ça va bien? Ouais !» Enfin, c'était, elle était très criarde, Dorothée, et personne ne l'imitait, et ça les intéressait. Ça a été donc ma première marionnette sur les Guignols. Et après, je faisais des allers-retours, Nice-Paris, juste pour faire le direct des Guignols. Et puis un jour, je me suis dit, enfin très vite, je vais aller m'installer à Paris, et j'ai cassé ma tirelire, et voilà, j'ai pris un appart, et puis j'avais déjà un peu de boulot avec les Guignols. Donc Ouais. après, j'ai perpétué le dîner-spectacle sur Paris. Il y en avait encore beaucoup à l'époque et on pouvait passer d'un dîner-spectacle à l'autre. Ah, j'en faisais 4-5 par soir. Ouais. Grâce à mon ami Christian Gambin, qui est un magicien que j'ai rencontré lors d'une audition et qui m'a dit « Ah, tu viens d'arriver à Paris, viens, je vais te présenter tel cabaret, le caveau de la Bolée, la main au panier, le pénitencier, chez ma cousine. » Enfin, du coup, lui, il était sur scène. Je l'accompagnais avec mes petites affaires de spectacle, ma cassette. Et un jour, un artiste n'est pas arrivé à l'heure. Et je l'ai remplacée. Et à partir de là, on a su qu'il y avait une imitatrice dans le secteur. Et puis j'ai commencé à en faire plein. Et voilà, quoi. Donc, j'ai pas vraiment galéré, on va dire. Voilà, exactement. Mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup d'imitatrices à l'époque. Il y avait Chantal Gallia Ouais, qui a fait ouais. beaucoup d'imitations et qui a arrêté d'ailleurs quand elle est devenue maman. Oui. Moi, j'ai été maman aussi. Enfin, Oui, je mais suis elle a- maman, mais j'ai continué parce Voilà. que ça n'a pas joué sur mes ovaires, hein, donc j'ai pu continuer. Non, je plaisante, mais beaucoup de talent. Chantal Gallia, des voix impressionnantes. Nicole Croisy, à l'époque, elle faisait une Nicole Croisy incroyable. Mais en C'est même un temps, il choix. y avait très peu d'imitatrices femmes à Ouais, l'époque. très peu. Comment ça Je crois qu'il y avait s'explique? Sophie Darel aussi Oui, qui en faisait un un petit peu. peu. Alors, je n'ai pas l'explication. Je ne la connais pas parce que je pense vous savez, c'est un choix de monter à Paris,
de changer de vie pour faire ce métier, mais je pourrais même pas dire que c'est un choix compliqué à faire puisque les comédiennes le font et c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y en a beaucoup. Donc je ne sais pas, l'imitation, ça reste quand même, une sorte de pas de don, je dirais, parce que c'est un peu prétentieux, mais c'est quand même un truc, assez particulier. C'est pas un truc qui s'apprend, c'est un truc qui vient en nous, qui nous gêne même. Enfin, qui nous gêne dans le plaisir, parce qu'on se rend compte que on arrive très vite à calquer les uns les autres, et c'est malgré nous, on le décide pas. Donc, est-ce qu'il y a moins de femmes qui ont ce truc-là, ou moins de femmes qui osent franchir le pas? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, et ça a sûrement aidé aussi à ce que j'avance. Voilà. Et on dit en général que l'imitation, les cordes vocales sont importantes quand on devient imitatrice ou imitateur. Alors, il paraît qu'elles sont asymétriques. Oui. C'est ce que m'a dit le docteur Abitbol, là, qui est un peu la référence en otorino dans le secteur. Oui, alors on a des cordes vocales asymétriques, ce qui permet d'aller chercher des sonorités différentes et des torsions. Voilà. Donc c'est génétique. Merci maman. Formidable. Alors, j'en reviens donc aux Guignols. Les Guignols, d'ailleurs, au départ, ça avait été créé pour remplacer le JT des nuls qui s'arrêtait. Ça a été créé d'urgence pour quelques mois et ça a duré 28 ans. Petit à petit, vous vous intégrez dans l'équipe et vous êtes là tous les soirs avec des moments faciles, des moments difficiles, parce qu'il y a toujours les erreurs du direct, il y a les fous rires. C'est pas toujours simple. Oui, c'est ça. Alors au début, j'y suis pas forcément tous les jours, hein, parce qu'il y a moins de marionnettes féminines. Et puis progressivement, de nouveaux personnages arrivent et je suis choisie pour les faire. Donc le temps passe et puis il arrive un moment où effectivement j'y vais tous les jours et aussi pour pas simplement faire des imitations, mais faire des voix off, comme on dit. Vous voyez, des voix neutres, parce que des fois, dans les marionnettes, il y a beaucoup d'anonymes. Donc, on est tout un groupe de comédiens qui se rejoignent auprès des imitateurs pour faire tous ces personnages-là. Alors, il y a des fous rires quelquefois et Ouais. on a été obligé d'enregistrer certaines séquences parce qu'en direct, ça n'aurait pas marché. Non, ouais, c'est arrivé. Bon, dans les côtés gag, on a eu la feuille qui tombe, parce qu'on lit nos textes, donc la feuille qui tombe par terre. Donc, En direct. oui, en direct, où elle est passée? Elle était là, elle n'est plus là. Bon, on n'a pas le temps de chercher, donc on fait quoi? On copie sur son voisin. Donc, je tends ma tête vers Yves Lecoq, qui lui a stabiloté toutes ses phrases. Mais forcément, les miennes ne sont pas stabilotées. Donc, j'essaye de garder les indications, le jeu qu'on m'a donné à faire et de lire en même temps, voilà. Et puis oui, les fous rires, notamment, je me rappelle d'un JT où je devais faire Martine Aubry, je crois. Et eux, ils étaient à côté, Daniel Herzog et Yves Lecoq. Ils devaient faire des cris d'animaux. Et moi, je devais être super droite dans le texte. Et c'était pas possible. On fait 3 répètes avant le JT. C'était impossible pour moi de pas rire. Et je me suis dit, non, je vais pas y arriver. Donc, on a enregistré par sécu pour le JT. Parce que si on part sur un fou rire, non, c'est pas très sérieux, quoi. Non. Alors, je crois que l'une des Le fou voix... rire, c'est pas sérieux. Je crois que l'une des voix que vous avez prises le plus souvent, c'est Bernadette Chirac. Il faut savoir que Jacques Chirac était un fou des Guignols. Le dimanche, à l'Élysée, il y avait la mère de Bernadette Chirac qui venait déjeuner, qui l'attendait donc avec des papiers pour des demandes diverses. Il lui répondait pas. Il arrivait à 13h30, il mettait les Guignols, il déjeunait, il redescendait ensuite dans son Et bureau. mon mari aimait beaucoup les Guignols, du fait que j'y étais naturellement, car il aimait un petit peu me masticoter, se moquer de moi avec mon sac à main, voyez-vous. Et puis, donc je le laissais regarder son émission et moi j'allais voir le pape. Voilà. Non, mais c'est vrai que petit à petit, vous êtes devenu très très cultivé sur la bande politique, entre Ségolène Royal, Roselyne Bachelot ou d'autres que vous avez inventés comme Xavier Tibéri. Xavier Tibéri, c'était particulier parce qu'en fait, on connaissait pas sa voix, mais la marionnette avait une très grande bouche. Alors, on s'est dit que cette bouche, elle devait avoir comme un défaut. Alors, on a fait quelque chose d'assez burlesque. Voilà. Mais ça, c'est tout ça. Même Bernadette, on est quand même un peu plus dans la caricature que dans une imitation
précise, ce qui peut être le cas sur d'autres marionnettes beaucoup plus proches. Mais il y a des personnages un peu dessins animés dans les Guignols. Oui, et justement, il n'y a pas eu que les Guignols, il y a eu aussi cette série. Ah ouais. Car l'équipe des Guignols a travaillé pendant des années, on ne le sait pas assez, sur de courtes séquences de dessins animés sur France 3 qui étaient les Minicums. Oui, les minicums, absolument. J'ai partagé les minicums avec Gérald Dahan et Didier Gustin. C'était effectivement la même équipe de manipulateurs, la même équipe non, pas d'imitateurs, parce que ouais, j'étais la seule fille qui était aussi au Guignol. Euh, mais, mais oui, c'était toute la même équipe. C'est les personnages cultes comme Antoine Decaune, Nagui, Bernard Pivot, qui étaient ramenés à l'état d'enfant, et donc on les imitait en donnant une petite voix. Donc il y avait Toujours, bien sûr, Vanessa, qui était Vanessa. il y avait Josie, qui était une sorte de balasco, comme ça, un peu rentre-dedans. Il y avait Vava, qui avait un petit cheveu sur la langue. Oui. Vava, c'était un peu Elsa à l'époque, qui était aussi chanteuse. Et puis, on avait Diva, qui était une sorte de Brigitte Bardot. Voilà, plein de voix, et surtout votre voix ensuite, vous l'avez trouvée aussi sur scène et à la télévision. On en parle avec une autre date, le 6 mai 1993. A tout de suite sur Sud Radio avec Sandrine Alexis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sandrine Alexis. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau spectacle Sandrine Alexis flingue l'actu, mais on en revient au 6 mai 93. D'après mes renseignements, c'est votre première télé en solo, c'est celle-ci. La classe. Car le 6 mai 93, vous faites un sketch avec Olivier Lejeune, Ah bon? où vous imitez Christine Bravo et Anne Sinclair, ça Non. s'appelle Le Journal Anticipé. Non, c'était pas avec Olivier Lejeune, Ah, si. c'était avec Gérald Dahan. Et Lejeune est là. Le jeune est là. Oui. Ah, il est vieux, le jeune. Oui, je pourtant. sais, mais il est là quand même. Ah, il était là déjà. Ouais. Oh, d'accord. Et donc, c'est la première fois que vous apparaissez dans la classe. Ouais, c'est possible. Je sais qu'on avait fait un sketch avec Gérald où il faisait De Chavannes et moi, Christine Bravo, Oui. qui sont un peu dans les mêmes énergies. Et Dans une autre émission. Non, non, on l'a faite là-bas, je suis Ah sûre. non, mais il y a eu, vous avez fait Ah une ouais. quinzaine de Oui, classes, oui, oui, donc oui, voilà. oui. Ça, Ah c'est la ouais. première. Oui, ben oui. Mais alors ça, c'était assez curieux parce que c'est quand même une émission qui a beaucoup de succès, qu'on regardait tous à la télé. Et puis quand on s'y retrouve, ouais, il y a toujours un moment d'adaptation hein, quand même. Hein. On peut pas arriver, ouais, salut, c'est bon, j'y vais. Il y a quand même, enfin moi, je trouve que on se dit attention, là, je suis plus devant ma télé, je suis à l'intérieur. Et est-ce que faut que j'assure quoi? Voilà. Alors, la classe, au départ, c'était un jeu de Guilux. Ouais. Il voulait le présenter, puis il a renoncé. Et c'est Fabrice qui est arrivé. Et comment êtes-vous arrivé, vous, dans cette émission, Sandrine Alexis? J'ai fait un casting, je crois. J'ai fait le casting qu'on faisait tous. Nadette Caruchet, à l'époque, qui castait les humoristes. Et puis, bah, toujours pareil, il n'y avait pas beaucoup de filles dans l'imitation. Donc, bon, j'arrivais avec des personnages un petit peu nouveaux aussi. Donc, c'était... là, en l'occurrence, ouais, il y avait Christine Bravo, qui était à l'époque, hein, quand même, je le dis, Jacques, une animatrice qui riait, hein, qui riait beaucoup, et je ris encore. Mais surtout, j'avais une émission qui s'appelait Froufrou. Je recevais des top modèles. Je me tapais des top modèles aussi. Non, c'était génial. Et effectivement, vous vous retrouvez dans cette émission, mais d'habitude, on vous connaissait par la voix avec les Guignols. Oui. Et là, on vous voit. C'est une nouvelle carrière, c'est le début d'autre chose. C'est un choc pour les gens, surtout. Oui, j'imagine. Un choc de bonheur. Ouais. Oui, bah franchement, on pense surtout à bien jouer son sketch, quoi. Après, se dire que, enfin, on pense pas aux caméras et tout ça. On y va, on le fait. Oui, mais en même temps, au début, vous ne faisiez pas de sketch. Vous lisiez les sketchs Ah des oui. autres. Et là, c'est une nouveauté pour vous. Alors oui ou non, parce qu'avec le dîner-spectacle, je me produisais quand même en tant qu'imitatrice sur scène. Donc j'avais aussi cette double facette. Les Guignols, cachés, la marionnette, c'était la star. La star, c'était la marionnette. Et nous, on était au service de la marionnette, mais sur scène ou en télé, là, d'un coup, j'avais la liberté de jouer mes textes, ou en tout cas les textes avec des auteurs qui avaient collaboré avec moi sur l'écriture. Mais alors qu'au Guignol, on était tenu de jouer les textes qu'on nous donnait et on n'y touchait pas. Oui, et l'envie d'écrire des textes, ça aussi, c'est venu très tôt, au temps de la Madonnette.
Oui, j'ai toujours aimé écrire. Après, j'aime bien travailler en ping-pong avec d'autres auteurs parce que l'échange permet d'aller plus vite et on se fait rire mutuellement. Mais j'ai toujours aimé ça et c'est vrai que sur les spectacles, je mets toujours un petit peu ma petite touche. Il y a toujours une idée qui se précise avec mes mots. Ouais, c'est important pour moi. Après, voilà, hein, j'ai mon sens de l'humour. Voilà. C'est comme ça. Donc j'ai besoin des fois de le transcrire et d'écrire des choses aussi, hein. Ce qui est normal. Alors, ça commence comme ça, avec cette émission et puis vous n'avez pas galéré, mais en plus vous avez eu de la chance. Je crois qu'après un soir, après un Olympia, vous arrivez dans un restaurant, les Bacchantes, et on vous Ouais. présente Claude Fournier et ça, là aussi, ça va changer votre vie. Oui, alors je vais voir un spectacle à l'Olympia, je sais plus lequel, et après je vais dîner au Bacchante, effectivement. Et la personne avec qui je suis, une copine, me dit bah tiens, je connais le responsable de l'établissement, donc il me présente. Il me dit ah, vous travaillez au Guignol? Ah bah ce soir il y a Claude Fournier qui est là. Vous le connaissez? Je dis non. Bah C'est un c'est producteur, de oui. Palmade, Bigard à l'époque, hein, Mmh. au début de leur carrière. Et il me le présente et puis il me dit bah vous allez faire vous êtes au Guignol, faites-moi deux trois voix. Bah ok, je vous embarque avec moi sur RMC avec Gustin à l'époque sur une émission qui s'appelait Les Trois Bien Frappés avec Lionel Cassan qui était l'animateur de l'émission. Et hop. Mais moi au début quand il m'a dit je vous appelle demain, je vais vous mettre en duo avec Didier Gustin, vous allez voir et tout. Je dis bah ouais, OK, mais moi je crois enfin voilà, des fois on nous dit des choses, je me dis, je crois ce que je vois, donc c'est sympa de me proposer ça, mais est-ce que c'est vrai? Donc j'accorde jamais trop d'importance quand c'est pas du sur pour pas être déçu après. Et puis après voilà, j'ai arrêté le spectacle avec, Didier, ça s'est terminé. J'ai monté mon propre spectacle et puis je suis partie un petit peu toute seule dans cette aventure. Oui, mais entre-temps, il y a eu d'autres choses. Vous vous êtes retrouvé un jour avec les grands de l'humour dans une émission qui s'appelait Histoire d'en rire, présentée par Roger Isabelle. Ouais, et ça c'était, je crois même que c'était ouais, non, c'était là, ouais, c'était après, ouais. Ouais, ouais. Bon, on racontait des blagues, cette émission où on racontait des blagues. Et là, j'arrive et je vois Élie Kakou, enfin tout le monde, quoi. Il y avait tout le monde. C'était peut-être un peu prématuré pour moi. J'étais pas très à l'aise. Bon, raconter des blagues. Enfin bon, je me cherchais. En fait, le fait d'être le fait d'être, imitatrice et le fait qu'il y en ait peu, m'a amené tout de suite à faire des choses très vite, sur lesquelles j'étais pas forcément préparée au départ. Et puis voilà, progressivement, j'ai trouvé des émissions sur lesquelles j'étais un petit peu plus à ma place. Mais Oh, mais vous étiez dans cette histoire d'en rire, ça se passait bien. Il y avait Roger ouais, Isabelle, Isabelle, ouais. qui a fait, je crois, le plus grand fou rire de l'histoire de la télévision. C'est-à-dire qu'il doit annoncer pendant les Jeux d'Atlanta un drame de quelqu'un, un sportif qui a touché une ligne à haute tension à Ouais, qui on enlève deux doigts de pied, et il a un fou rire de ouais, ouais. 50 secondes. Ouais, je l'ai vu Ça, ça. c'est terrible. C'est terrible, ouais, c'est terrible. Mais après, on peut comprendre parce que ça nous est arrivé à tous d'avoir un fou rire au moment où c'est pas le moment. C'est comme ça, on est des êtres humains et puis bah, c'est des gens, voilà, il y a beaucoup de tension dans leur métier aussi et puis au moins voilà, bah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on finit dans un bêtisier, et Oh, puis voilà. franchement, ouais, c'est pas très grave. Non. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chroniqueuses dans toutes les émissions. Vous avez été une pionnière en devenant chroniqueuse chez Michel Drucker. Il y en avait pas beaucoup des femmes chroniqueuses à l'époque. Il y en avait pas Euh, autant qu'aujourd'hui. Ouais, enfin moi oui, Michel Drucker, c'était il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Oh si, on Mais avait quand à même. Europe 1, à une Ah époque, oui, c'était beaucoup, peut-être. et vous aviez fait des chroniques, et à l'époque, c'était des hommes qui faisaient des chroniques. Il n'y avait pas autant de chroniques dans les émissions, Vous sans êtes en train honnêteté. de m'emmener sur le terrain que les femmes à l'époque Non, mais faisaient que maintenant. non, pas du tout. Non, non, mais je vous Pas du tout. taquine. Oui, mais non, mais c'est Oui, vrai que peut-être. vous avez été une pionnière aussi dans ce domaine-là. Et écrire une chronique tous les jours avec une chanson, c'était pas évident. Ouais. Alors après, c'était pas forcément tous les jours, mais c'est vrai que c'était assez régulier, de façon justement à avoir le temps de travailler sur l'écriture.
donc chez Michel Drucker, il y avait un invité qui venait faire sa promo et il fallait que mon texte soit en rapport avec l'invité. Donc il fallait chercher effectivement quelle voix pourrait mieux parler de cette facette de cet invité. Donc je cherche et voilà, je me suis amusée. Il y a eu Catherine Deneuve. Catherine Deneuve était dans les chroniques assez souvent parce que j'aime beaucoup ça, ça me fait beaucoup rire. Ah, 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 ah. Vous voyez, je ris. Des fois, je ris. Ouais, Et Catherine Deneuve, vous l'imitez depuis l'enfance, oui, pratiquement. depuis que j'ai 14 ans. C'est formidable. Non, ça ne se voit pas. Regardez, je n'ai aucune ride autour de la bouche. C'est Et pourtant, magnifique. je fais beaucoup d'imitations avec elle. J'adore imiter Catherine Deneuve. Je trouve que c'est une femme tellement classe, tellement distinguée et qui peut dire des horreurs. Et c'est ce qui me plaît chez ce personnage. Et il se trouve aussi que quand on trouve une voix, c'est de l'écoute, c'est de la recherche, mais il y a un déclic qui se produit. À un moment, on sait que c'est la bonne voix, Sandrine Alexis. Oui, oui, oui. Alors, il y a un moment donné, oui, voilà, on se bourre le crâne de la voix et au bout d'un moment, on finit par l'entendre résonner dans notre tête sans l'écouter. Et puis, le déclic vient souvent de la gestuelle. Euh, D'ailleurs, Patrick Sébastien avait raconté une fois que pour De Funès, à un moment donné, vous savez, il a tapé son poing dans la paume de l'autre main. C'est pas possible. Vous savez, comme faisait De Funès. Et ce geste-là lui a propulsé la voix, l'a fait accoucher. Voilà. Et c'est vrai que souvent, un geste, un mouvement peut. Moi, je citais souvent Mireille Dumas quand elle interviewait quelqu'un avec sa main en avant, était toujours en train de dire ah oui voilà oui vous pouvez nous en parler hein voilà oui ça se un voilà, finalement, a permis que la voix naisse. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des comme ça, ouais. Et moi, je me souviens de Thierry Leluron dans un restaurant un soir. Il prend une serviette qu'il met sur la tête, il prend une sorte de baguette et il fait Alice Sapritch pour la première fois. Et c'est comme ça qu'en quelques secondes, l'imitation est Là, née. il a trouvé Tout de Oui, suite. c'est ça. C'est ça, oui, oui, exactement. Alors, parmi vos souvenirs, il y a aussi un festival à Montréal où vous êtes allé. Et je me dis, est-ce que quand on écoute l'humour québécois, on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils comprenaient ce que vous disiez, vous, Sandrine Alexis? Ben, quand je fais Céline, là, tu sais, puis que je vais la faire là-bas, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas bon. C'est pas l'accent. L'accent, il n'est pas comme ça. Et ça, je veux bien le croire. Mais quand on le fait, Céline, maintenant, là, comme ça, en France, chez nous autres, là, ben vous n'êtes pas capable de dire que c'est pas vraiment le bon accent parce que c'est la musique de l'accent qu'on connaît. Voilà. Puis c'est ça que les gens veulent. Puis moi, quand je viens là, je suis tellement contente. Mais les Québécois, on n'a pas le même humour. C'est vrai qu'on n'a pas le même humour. Ah oui. C'est pas la même. C'est pas le. Ah, c'est fou ça. Pour avoir vu des humoristes là-bas, déjà pour les imitateurs, eux ne veulent pas changer les paroles. Quand nous, on leur disait, mais pourquoi on ne change pas les paroles dans les textes? Ça serait plus drôle. Mais là, mais pourquoi? Et pourquoi donc? À quoi ça sert? Pour eux, la performance, elle est déjà simplement dans la voix, alors que nous, on a quand même une culture du texte, de la parodie, de la satire, etc. Donc, voilà, il y a une petite incompréhension là-dessus, mais sinon, c'est un public qui adore se marrer et qui sont toujours tellement bienveillants. Et puis Céline Dion, vous l'avez rencontrée un jour à Genève, avant une représentation, je crois, une seule fois, Sandrine Alexis. C'est une histoire de folie parce que j'étais en vacances dans le coin et donc je suis partie la voir à Genève. Temps de garer ma voiture, de courir retirer les invitations sur place. Je devais la voir avant qu'elle soit sur scène. Et donc, je voulais pas la rater. Puis ça n'avançait pas, c'était long, c'était long. Et puis, je suis arrivée avec mes billets tout en haut du stade, qui était déjà blindé. Et je descends, et je voyais tous ces gens installés. Et je me dis, mais non, mais moi, je vais voir Céline Dion maintenant. Alors que tous ces gens vont l'écouter chanter ce soir. Mais tous ces gens, ils adoreraient aller la voir dans sa loge. Et moi, je vais le faire. Et en fait, c'est toujours ce truc-là. C'est quand même... Quand on est une enfant qui joue à imiter des stars qui nous font rêver, c'est toujours un cadeau de vivre des moments comme ça. Et je l'ai rencontrée avant, puis elle m'a fait la photo ensemble, elle m'a frotté le dos pour me dire « T'inquiète pas, on fait la photo, ça fait pas mal, c'est bien moi qui suis à côté de toi, puis ça, c'est tellement bon. » Voilà. C'est chouette.
Eh bien, Céline Dion, je suis sûr qu'elle figure dans ce spectacle dont on va parler à travers une autre date, le 23 octobre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Sandrine Alexis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Sandrine Alexis. 23 octobre 2021, une soirée à Toulon, une soirée parmi d'autres, parce que je crois que vous allez reprendre une tournée dans toute la France pour 2021 et 2022. Mais Toulon, c'est fixé, c'est le 23 octobre. Et c'est un spectacle qui s'appelle Sandrine Alexis flingue l'actu. Et c'est votre retour sur scène. Finalement, sur scène, vous n'avez pas été si souvent à cause des Guignols pendant 28 ans. Bah oui, les Guignols, c'était un rendez-vous quotidien. Donc, j'ai fait de la scène, mais j'ai fait plus de scènes sur Paris et je partais peu en province. J'étais aux Guignols et puis j'ai terminé les Guignols. Pof, je courais sur scène. Et c'est vrai que là, maintenant, le fait qu'il se soit arrêté, j'ai beaucoup plus de liberté pour aller en province partout, quoi. Donc là, vous flinguez l'actu, c'est-à-dire que vous y allez franchement. Ouais, je trouve que c'est rigolo. Justement, on parlait de Le Luron tout à l'heure. C'est un peu un spectacle dans l'esprit de ce que faisait Thierry Le Luron, mais en femme et puis adapté à notre époque. Donc, c'est un tour d'horizon de l'actualité, en fait, en humour et en chanson. Et ce qui me permet d'utiliser des nouvelles voix féminines pour mettre en avant des faits d'actualité qui nous ont marqués, que ce soit politique ou people, et de rire surtout avec ça, parce qu'on a tellement été plombé dernièrement que moi, j'avais envie de me marrer avec ça. Oui, et c'est un spectacle qui peut évoluer en fonction de l'actualité. Oui, bien sûr, mais il faut que ce soit des faits d'actualité très, très, très marqués, qui peuvent durer aussi dans le temps, qui deviennent un peu des sujets intemporels, dont on a le souvenir, ou même s'ils sont très présents, en tout cas, on est sur le coup, ouais. Alors, Sandrine Alexis flingue l'actu, c'est un spectacle 100% féminin. Ouais. Alors, c'est pas à cause de l'air du temps ou de la parité, c'est vraiment parce que, finalement, à part Claude François, vous n'imitez que des voix féminines. Non, je faisais du cacou dans les anciens spectacles. Mais je le fais plus maintenant, je le laisse se reposer un peu, il en a besoin. Oui. Eh ben alors, faut se reposer, hein. Donc, c'était le seul que j'imitais vraiment. Vous avez fait Nicolas Sarkozy en femme, je crois, qui est une Oui, Nicole. c'était Nicole Sarkozy. Ça, c'était sur un ancien spectacle. Et Janine Hallyday aussi. Oui. Oui, pourquoi ne pas féminiser certains personnages? Ça m'amusait. Non, là, on va retrouver par exemple Clara Luciani, une nouvelle chanteuse que j'adore imiter et qui va nous parler de la Grenade. Hein, la Grenade via les Gilets jaunes, hein, qui nous ont qui ont bien marqué l'actualité. Et d'ailleurs, je vais vous parler des gilets jaunes, mon chéri, avec Christina Cordula, que c'est le top de la tenue tendance que tu dois porter tous les samedis. Tu mets ton petit gilet jaune et tu vas faire le shopping sur les Champs-Élysées. C'est gratuit, tu te sers directement dans la vitrine. C'est super, hein? Et vous évoquez aussi les artistes, parce que l'héritage de Johnny, qui a fait l'actualité, je crois que c'est Angèle qui... Oui. Oui, c'est Angèle. Johnny, c'était l'idole des jeunes. Et Angèle, c'est la nouvelle idole des jeunes, effectivement. Et elle va nous chanter La Thune, une parodie sur La Thune, sur l'affaire Hallyday, sur l'héritage, etc. Parce qu'on en a bien bouffé aussi de cette histoire. Et là, ça permet d'en rire encore. Oui. Alors ça veut dire une écriture énorme avec des auteurs, et vous avez renouvelé votre pack d'auteurs. Vous travaillez avec de nouveaux auteurs qui correspondent à ce que vous cherchiez. Voilà, c'est ça. Pour parler d'actualité, c'est vrai qu'il fallait des pointures et en plus des pointures aussi douées dans l'écriture parodique, hein, musicale. Et Régis Maillot a écrit ce spectacle avec Marie Reynaud, Jackie Matt également, et j'ai contribué aussi. Oui, bien sûr, j'ai écrit un Zazie, j'ai écrit un Édith Piaf, et puis des petites touches à droite à gauche des petites idées que j'ai eues, mais là, le principal de ce spectacle, c'est Régis Maillot et Marie Reynaud qui m'ont pondu des parodies magnifiques. Franchement, on est entre l'émotion et le rire. Véronique Sanson qui nous chante l'intolérance à la place de ma révérence. Voilà, France Gall qui va évoquer l'affaire Griveaux, hein, dont on en a parlé. Hein, ça résume un peu la sexualité des politiques, mais elle va pas nous chanter Diego, elle va nous chanter Griveaux. Voilà, et tout est comme ça en fait. On est on soulève des vérités, on fait rire avec, et
et on donne aussi de l'émotion. Et votre imitation de Véronique Sanson, vous l'avez parfois fait dans des conditions particulières. Il y a eu un soir au cabaret de la Tour Eiffel où vous avez été surprise de Véronique Sanson. Ah oui, 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 c'était pour son anniversaire. Oui, oui, on m'avait invité pour son anniversaire et j'ai été une de ses surprises, en fait. Elle ne me connaissait pas et mon compagnon, qui est musicien, avait fabriqué de faux titres de Véronique Sanson. Et moi, j'avais écrit les textes qui correspondaient à des passages de sa vie. Et donc, la surprise, ça a été de l'imiter en face d'elle et avec des musiques qui ressemblent aux siennes, mais avec un propos qui la concerne totalement. Et elle a enchaîné avec vous. Ouais, elle a enchaîné avec moi. C'était un truc de fou, quoi. C'est comme Céline Dion, voilà. C'est des moments qui sont figés où on se dit, là, je touche une pépite dans ce parcours d'artiste. Voilà, des fois, il y a des surprises qui arrivent comme ça dans nos vies. Et je dis toujours que c'est pas banal, quoi. C'est des moments, quand on a rêvé de tous ces gens-là et on partage un moment avec eux, c'est génial. Oui, alors Véronique Sanson, en plus, c'était au cabaret de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous le savez, c'est là où elle a fait sa première scène. Après son premier disque, elle a été engagée par Patachou, qui animait à l'époque le lieu. Et après, elle est partie en tournée avec Julien Clerc. Donc, c'était un retour aux sources. C'est ça, je pense que c'était voulu, absolument. Alors, il se trouve aussi que vous êtes chansonnière parce que vous perpétuez cette tradition à travers l'actualité et vous avez débuté dans un cabaret de chansonniers, enfin dans un théâtre de chansonniers qui est les Deux Ânes, justement, chez Jacques Maillot, en travaillant dans un spectacle qui s'appelait Le Cercle des PS disparus. Voilà. Alors eux, c'était Jacques Maillot, Jean-Pierre Verville, je crois. Jean-Pierre Marville, oui. Marville, ouais, c'est ça. Anne-Marie Carrière qui était là aussi déjà. Anne-Marie Carrière qui était la première chansonnière. Bah oui, c'est ça. J'ai eu la chance de la rencontrer là-bas. Maurice Sorgue aussi. Là, vraiment des chansonniers. Mais c'était vos débuts. Bah, c'était mes débuts, c'était juste avant de me lancer avec mon premier spectacle. Et donc, ce qui était drôle, c'était que je jouais là-bas donc tous les soirs. Il y avait un public quand même pour ces chansonniers, qui étaient des chansonniers de notoriété publique, d'un certain âge quand même. Et moi, j'arrivais avec Dorothée et compagnie, et des trucs un peu plus décapants. Et quand je jouais le dimanche en matinée, hein, quand on dit en matinée, bien sûr, c'est vers 15h. 16h l'après-midi, il y avait des quarts de personnes âgées qui venaient et qui étaient devant et disaient « Elle fait qui ? Elle fait qui ?» Oui, ça c'est terrible. Et alors, il y en avait qui disaient en sortant « Ah, c'est fort, hein, c'est très fort, hein, c'est beaucoup trop fort !» Ça me faisait rire. Oui. Alors, on fait ses armes, hein, c'est un peu l'armée, voilà. Surtout qu'il y a des voix, Sandrine Alexis, plus difficiles à prendre que d'autres. Chantal Latsou, la Calas. C'est formidable, Chantal Latsou. Mais c'est pas compliqué, non? Alors, Jacques, vous êtes content de me voir, hein? C'est formidable d'être derrière ce micro Sud Radio, le soleil, fantastique. J'adore. Mais c'est vrai que ce sont des voix plus difficiles à travailler que d'autres. La Calas, Chantal Latsou, ça vient pas du jour au lendemain, ça. Vous avez plus Chantal Latsou que chante la Calas. C'est pas pareil. Ouais, elles sont totalement à l'extrême, c'est sûr. Mais Chantal, le problème, c'est qu'on respire pas quand on dit, vous voyez, c'est très, tout est concentré quasiment au niveau du diaphragme. Il y a une espèce de compression dans le corps pour pouvoir maintenir cette voix comme ça. Alors que la Calas, on est beaucoup plus sur l'ouverture, le palais, la posture permet ce chant lyrique. Mais moi, j'aime faire les deux, en fait. Voilà, j'aime chanter. Et j'ai beaucoup travaillé pour ce chant lyrique. Et même des fois, je me sens même moi-même transportée, tellement je suis dans le plaisir de le faire. Voilà, ça fait partie des moments émotions du spectacle entre Chantal Latsou et beaucoup d'autres, bien sûr. Mais la Calas, en fait, elle aussi a beaucoup travaillé avec Visconti, qui a été son premier maître, et il l'a transformée physiquement. Et aujourd'hui, si les cantatrices sont belles, c'est grâce à Visconti et la Calas qui a instauré ce principe. Parce qu'avant, elles n'étaient pas. Elles étaient assez roses. C'était plutôt Bianca Castafiore. Oui. C'est ça, c'est ça. Bah, voilà, tout évolue. Hein. C'est vrai qu'elle était magnifique, elle était très belle. Et elle a cette puissance vocale, en même temps totalement contenue. Et c'est ce qui est le plus dur à faire. C'est d'avoir cette force et de façon tellement légère.
Et puis, à force de vous entendre imiter les personnalités, on a l'impression qu'elles parlent comme ça à la fin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Sandrine Alexis. À force d'imiter les Oui, personnes, on a l'impression qu'elles parlent comme ça. Oui, ça, je vous assure, il y a certaines personnes, on croit qu'elles parlent comme vous, alors que vous avez un peu caricaturé. Non, par exemple, quand je fais Carla Bruni, je ne caricature pas. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est quand même très, très douce, en même temps qui a un petit peu la voix voilée. Vous me connaissez, Jacques Pessis, Oui. Carla Bruni. Oui. Dans le métier, on m'appelle The Voice. Vous savez pourquoi? Non. Parce que dès que je chante, hop, tout le monde se retourne. C'est formidable. C'est non? magnifique. Il y a Oui. aussi des artistes qui font courir le public, mais dans le sens inverse. Ce sont d'autres. C'est ça. Non, mais après, voilà, on peut s'habituer à Ouais. l'imitation d'un imitateur. Bien sûr. C'était le cas au Guignol, on s'habituait plus à l'imitation de la marionnette. Mais moi, j'aime bien jouer en plus sur les ressemblances. Il y a des personnages qui m'envahissent vraiment physiquement et où la mimique, apparemment, est visible, hein, sans accessoires, tout ça. C'est quand on arrive à avoir la voix très proche et le visage, c'est gagné. Alors, il y a eu un autre talent qu'on connaît moins, mais que vous avez exercé. Écoutez ceci. En 2016, vous faites un concert au Réservoir et vous réalisez un rêve en faisant un album de rock'n'roll, Sandrine Alexis. Voilà, bah là c'est la chanteuse qui revient un petit peu à la surface. Mon compagnon est musicien, lui il a une grosse expérience musicale et de compositeur puisqu'il travaillait sur Nulle part ailleurs, sur Les Nuls et qui composait aussi les génériques de ces émissions-là et plein d'autres choses. Donc j'ai eu envie de revenir en s'amusant comme ça. On a fait un titre, j'ai posé une voix dessus, ça m'a plu. Je me suis dit, qu'est-ce que je risque? Je m'amuse, allez, je fais un album pop-rock et en français. Et puis voilà, et puis ça pouvait pas aller plus loin que le plaisir. Pas parce que c'était pas bien, parce que les doubles casquettes, c'est difficile. Et puis en France, le rock, c'était quand même encore très, très marqué. Johnny Hallyday, voilà, des groupes ou des groupes comme Noir Désir ou des choses comme ça. Mais après, voilà, on n'est plus dans l'époque trop rock'n'roll et c'est dommage. Et j'espère qu'il y aura de nouveaux titres dans cette veine-là qui vont revenir parce que c'est bien, c'est un peu intemporel le rock quand même. Oui, et puis votre carrière d'imitatrice est aussi solide qu'un rock, justement. Et on va le découvrir avec ce spectacle Sandrine Alexis Flingue l'actu. Donc j'ai cité le 23 octobre à Toulon, mais il y aura beaucoup d'autres dates en 2021 et 2022. Oui, puis d'ailleurs, on sera à Paris à partir de janvier 2022. probablement au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Donc voilà. Eh bien, on viendra rire avec vous. Avec plaisir. Merci Sandrine Alexis. Continuez comme ça à avoir ce talent parce qu'on en a besoin et ça nous fait du bien. Merci beaucoup Jacques de votre invitation. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.